et j'en enregistre un nouveau. Bonsoir Noé Jacomet, comment vas-tu? Salut. D'abord. Très bien, et toi? Très bien. Alors je t'invite ce soir car j'ai eu l'occasion de te découvrir personnellement grâce à pas mal de petites vidéos que tu as faites, dont surtout une qui va... alors j'en ai vu pas mal, hein. Il y a pas mal de drama, il y a pas mal de drama. Gentiment. Tu emploies du drama, on va dire, ou pas du drama comme psychodélique, hein, plus du drama. Alors il y a Red J le gorilla, c'est pour ça que je dis drama en fait, ça fait directement penser à lui, et des personnages un petit peu clivants ou intéressants aussi pour parler de philosophie. Donc, on va en parler un petit peu. Comment tu présenterais ta chaîne, toi, personnellement? Et dis-nous, voilà, quelle est ta démarche par rapport à tout ça? Je pense que tu as bien résumé l'un des deux formats. En fait, il y a deux formats sur ma chaîne. Il y a celui que tu as résumé qui s'appelle Pop Culture, où effectivement, je pense si on est tout à fait honnête, il y a un côté putaclic, justement. Effectivement, j'utilise des thématiques d'actu, des personnalités un peu connues, en tout cas sur Internet, pour parler, pas forcément d'ailleurs que de philo, mais souvent de philo. Et ça peut être aussi tout simplement politique, on va dire. Donc ça c'est le format pop culture, et puis j'ai un autre format qui a malheureusement moins de succès, malheureusement pour moi parce que je pense qu'il est plus intéressant, mais c'est un podcast en fait qui s'appelle Nouveau Paradigme, qui est aussi dispo sur YouTube mais pas que. Et dans ce format-là, j'aborde des thèmes similaires mais avec un aspect moins putaclic, quoi. D'accord. Et alors, du coup, tu as parlé même de Bégodeau, tu as parlé de pas mal de gens, du coup, tu t'es intéressé à Bégodeau. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Tiens, ça, petite question Ouais, comme ça. Bégodeau, alors déjà, je pense qu'il faut faire un disclaimer sur les opinions, parce que ma chaîne c'est de l'opinion, hein, je fais de l'opinion, je donne mon opinion. Et donc moi je suis quand même plutôt à gauche, donc déjà, si t'es de gauche, a priori, Bégodeau il était plutôt sympathique. Ce qui veut pas dire que je suis d'accord avec lui surtout, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois, parce il est quand même assez populaire justement sur Internet, en tout cas sur Internet francophone. Ouais. Et donc je l'ai vu plusieurs fois j'ai vu qu'il était passé chez Livre Noir, j'ai vu qu'il était passé enfin voilà, sur plein de chaînes. Et puis j'ai lu deux de ses livres. Alors il en a écrit beaucoup plus, hein. En vrai, je suis très très limité sur ma connaissance de Bégodeau, mais j'ai lu Notre Joie et son précédent Histoire de ta bêtise, Oui. enfin, celui d'avant Notre Joie. Qui sont donc voilà, deux j'ai lu ces livres deux qui vont bouquins. ensemble en réalité, normalement. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, et qui sont très intéressants à plein d'aspects. Déjà sur le style, moi je trouve qu'il a une belle plume, il écrit bien. Et puis le discours est intéressant aussi, même si encore une fois, voilà, je suis pas forcément d'accord sur tout, mais globalement ça me plaît bien, quoi. D'accord. Et alors, tiens, justement, pourquoi t'es pas d'accord avec... Parce que, justement, Bégodeau parle pas mal de philosophie aussi. Qu'est-ce qui te clive avec ce personnage? Bah, c'est pas forcément tellement sur la philo, parce que on n'a pas tellement les mêmes références, j'ai l'impression. Il est quand même assez nietzschéen, il me semble. Or moi, Nietzsche, je connais pas très très bien. J'ai lu 2, 3 bouquins de Nietzsche, pas plus. Et c'est vrai que moi, ma référence, c'est plus... en tout cas, c'est beaucoup Spinoza. Après, ouais, c'est un peu dur de dire sur quoi je suis pas d'accord. Enfin, il y a des petites choses, voilà. C'est vrai que là, je pense que tu dis ça parce que tu fais référence à ma vidéo récente ça. sur Ouria Boutelja et enfin sur le débat entre Ouria Boutelja et Bégodeau, ouais. François Bégodeau. Et dans ce débat, ce qui m'avait surpris, et c'est l'angle de ma vidéo, c'est que en fait, Bégodeau, qui habituellement est très très pointilleux, très très tatillon sur le lexique, et ben là, il me semblait un peu plus, Laxiste. voilà, il était, ouais, bon, laxiste peut-être pas, mais tu vois, il était plus tolérant qu'il ne l'est, notamment dans Notre Joie, parce que Notre Joie, si les gens qui te regardent n'ont pas lu ce bouquin, c'est un essai qui raconte, enfin, c'est un essai, ouais, c'est un peu particulier comme format, mais ça raconte en fait sa rencontre avec un jeune homme qui est plus ou moins soralien, on va dire. Clairement soralien. Oui, enfin, il l'identifie comme ça, on va dire. Voilà. Soralien, bourgeois d'extrême droite lyonnaise. Voilà. Ouais, c'est ça. On va dire ça pour bien définir. Merci Philodélix. Et faites des dons d'ailleurs, effectivement. Pensez à faire des dons. Et mettez un pouce bleu, c'est important. Et abonnez-vous à Noé Jacomet. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans les commentaires. Vas-y, je te laisse continuer. Non, bah, donc voilà, dans ce bouquin, il est très vindicatif sur l'importance de la précision des mots, et notamment sur, tu vois, par exemple, identité, il y a tout un passage où il parle de l'identité, où il dit que c'est quelque chose d'assez flou, et c'est vrai que, paradoxalement, j'ai trouvé que dans sa discussion avec Ouria Boutelja, alors ils n'étaient pas d'accord sur tout, hein, il y a aussi plein de... Déjà, première chose à dire, c'est une discussion très intéressante, donc n'hésitez pas à regarder, je crois qu'elle est sur la chaîne de Sur la Parole chaîne de d'honneur. Wissam, ouais, c'est sa C'est Parole ça. d'honneur.
Donc, ouais, regardez-le, c'est un long débat intéressant avec plein de choses, des points de convergence, des points de divergence. Mais c'est vrai que voilà, sur la terminologie d'Horia Boutelja, il est un peu moins vindicatif qu'il ne l'est dans Notre Joie. Et ça m'étonnait parce que ben, il y a un côté aussi identitaire chez Horia Boutelja qui n'a pas l'air de le déranger autant que chez M. Là, je parle de Bégodeau dans Notre Joie. Et ça m'a surpris. Puis même, tu vois, dans les commentaires de ma vidéo, il y a des gens qui m'ont aussi parlé du terme beauf et du terme barbare, qui sont les termes utilisés dans le dernier bouquin de Boutelja. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est des termes qui sont assez vagues aussi, tu vois. Et là, justement, c'est dans leur échange, il dit non, mais c'est très. À la fois, c'est flou et en même temps, on comprend exactement ce que tu veux dire. Et tu vois, ça, c'est pareil, je trouve que ça colle pas à la Bégodeau, pitch quoi. de Bégodeau sur l'importance de la précision des mots, quoi. Voilà, ce qui n'enlève rien au fait que je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant avec lequel j'ai plein de points d'accord aussi, quoi. Alors, est-ce qu'on n'a pas affaire à des boutiquiers de la philo et comment tu vois la philosophie, toi? Alors, qui seraient les boutiquiers en question? Même, on pourrait parler de tous ceux qu'on voit sur Internet qui parlent de philosophie. T'as des Rochdy, tu vas voir, je sais pas, t'as des gens à Ah, gauche. Même Paduring, non, pas Paduring, Antoine Goya qui a parlé de pas mal de philosophie aussi, etc. Et ouais. après, t'as des gens qui, effectivement, je sais pas, même pour certains, considèrent que Bégodeau est surcoté, tu vois, par exemple, au niveau de tout ça. Ou d'autres, en vrai. Ouais, alors c'est compliqué, il y a plusieurs sujets. Alors, pour commencer par la fin, Bégodeau surcoté, je sais pas, c'est dur à dire. C'est-à-dire, pourquoi on l'apprécie? C'est ça la question en fait. Il y a des gens qui trouvent que c'est un, je sais pas, un génie pour parler de cinéma, parce qu'il parle beaucoup de cinéma. Enfin, tu vois, il est quand même sur plein de fronts différents. Donc, moi, je saurais pas dire. Moi, je trouve pas qu'il est surcoté. Je trouve il est intéressant et je trouve ça toujours agréable de l'écouter, même quand je suis pas d'accord avec lui. Donc non, je dirais pas qu'il est surcoté. Après, sur l'aspect boutiquier, là, ça dépend vraiment des personnes, en fait, hein, tu vois. Ce serait compliqué de dire d'Antoine Goya qu'il est boutiquier, parce qu'il vend rien, Antoine. Ouais, clairement, Donc, oui. tu vois. Après, oui, il parle de philo, il est très nietzschéen aussi. D'ailleurs, moi, j'aime bien quand il parle de philo. Hein, c'est plus ça qui m'a attiré dans le travail d'Antoine que le ciné. Alors, le ciné, j'aime bien, hein, mais je suis pas du tout aussi cinéphile que lui. Après, je l'ai mis dans les boutiquiers parce que je voyais personne à gauche. J'avais Ouais, mais personne parce qui qu'à vend des gauche, les gens. bouquins à gauche. Voilà. Ouais. Et c'est pareil, Paduring, il vend pas de formation ou de trucs comme ça non plus, même s'il parle de philo et de politique. Après, oui, je pense que si tu penses à Julien Rochdy, Julien Rochdy, là, il a un côté, oui, bah, il vend des bouquins, effectivement, sur Nietzsche notamment. Après, moi, je pourrais pas trop me prononcer là-dessus parce que déjà, je les ai pas lus. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, Nietzsche, c'est vraiment pas une référence que je connais très très bien. Enfin, je maîtrise pas Nietzsche suffisamment, quoi. Mais j'ai cru comprendre que dans les gens qui étaient nietzschéens, notamment à gauche, chez Paduring ou chez Antoine Goya, ils trouvaient que, même chez Bégodeau d'ailleurs, ils trouvaient que Rochdy était un peu parcellaire sur Nietzsche. Le problème, c'est que j'ai l'impression que lui, il dirait la même chose de, de, de Bégodeau Bien sûr. ou d'Antoine. Donc, tu vois, Mais je et sais puis pas moi j'ai trop comment entendu se faire. dire que soi-disant c'était pas si mal, si on veut être honnête, c'était pas mal ce qu'il faisait Rochdy. Sans dire que c'est génial, hein, mais juste dire, bah, Ouais. en vrai, voilà, le gars écrit pas non plus de la merde, il est pas débile. Donc je sais pas, moi je me prononcerai pas, j'ai toujours pas lu, je vous avoue, Rochdy. Non, non, alors il est pas débile, bien sûr, bien sûr. Alors, après, je te dis, moi non plus, je l'ai pas lu, donc je peux pas me prononcer sur ses bouquins. Par contre, avec un autre vidéaste qui s'appelle Le Bûcher des Vanités, on avait un Mhm. peu regardé sa conférence, parce qu'il y a une conférence où il parle de philo. Ouais. Et dans sa conf, on avait noté quelques petits soucis quand même. Voilà. Donc la vidéo est toujours sur ma chaîne, d'ailleurs, elle a un petit moment, je pense, elle a un peu plus d'un an. Mais voilà, si ça intéresse les gens de voir, voilà, alors, encore une fois, c'est orienté ce que je fais. Donc il y a mes biais qui influencent ma vision, je suis pas neutre. Mais c'est vrai que pour le coup sur cette vidéo, je suis pas trop entré sur le terrain des idées. C'est-à-dire j'ai vraiment essayé de regarder méthodologiquement, en termes presque académiques, est-ce que c'est calé tu vois, un exemple que j'ai en tête là de cette vidéo, c'est qu'à un moment il parle beaucoup de modernité, de moderne, de philosophie moderne, mais d'une façon qui est assez floue, parce qu'en fait la philosophie moderne en philo, c'est un moment précis. Tu vois, justement ça va être des penseurs comme Spinoza, Descartes, des choses comme ça, et donc c'est pas quand on dit moderne en philo, ça veut pas dire actuel, ça veut pas dire contemporain, tu vois. C'est pas ça du tout. Et donc voilà, il y a des petits soucis comme ça. Pareil, dans cette vidéo, il parle d'architecture aussi à un moment.
Et du coup, là, moi, il se trouve que mon papa, alors maintenant il est à la retraite, mais il était architecte, donc j'avais demandé un peu à mon père ce qu'il en pensait, tu vois, et il me disait, ouais, c'est pas super carré, quoi. Pas Donc, précis, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Après, ça veut pas dire que, tu vois, c'est nul, hein, je sais pas ce que je dis, parce que je te dis, encore une fois, moi, j'ai pas lu ces bouquins, mais c'est vrai que, ouais, il y a un côté un peu parcellaire parfois. C'est peut-être le Après, problème de ces gens trop exposés, quoi, qui essayent de parler de tout, ou d'un moment devenir une sorte d'expert en pas mal de sujets. Mais vas-y, tu disais après. ouais, non, parce que je pensais en même temps par rapport à ta question sur justement les gens qui parlent de philo sur YouTube. Ouais. Il y en a un qu'on n'a pas Salut évoqué, Olivier c'est Trappé. le précepteur. Oui, le Euh, et, précepteur. euh, et je sais qu'il y a eu beaucoup de clash entre Antoine Goya et lui. J'ai pas trop suivi tout ça. Moi, ce que je peux dire en tout cas sur le précepteur, c'est que j'ai écouté ce qu'il fait sur Spinoza, parce que comme je t'ai dit, je suis faire un lecteur assidu de Spinoza. Et pour le coup, sur Spinoza, moi je trouve qu'il est tout à fait carré, hein, le précepteur. Rien à redire là-dessus. Ces podcasts sur le conatus, sur le déterminisme. Il Voilà, comprend. après, il y a toujours. Ouais, mais après, il y a toujours aussi une façon de lire. On a nos propres interprétations. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment il faut lire Spinoza. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé qu'il était bancal là-dessus, le précepteur. Au contraire, j'ai trouvé qu'il était très carré. Il faut pas dire ça à Antoine, je pense. Bah, je Ils ont pense un que conflit Antoine, tous les deux. Il paraît qu'il y a une oui, vidéo qu'il a pas appréciée, Antoine, parce que soi-disant il aurait gagné le précepteur sur le fond, et il est pas d'accord. Et là, c'est la grande guerre depuis très longtemps. Je sais plus c'était quoi le ouais, clash. j'ai pas trop suivi, je t'avoue. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est que il y avait une histoire de. Il y avait un reproche qui était fait à Antoine, je crois, son utilisation de. Merci Altegrand. C'est un bouquin sur l'esthétique. Non, c'est pas Tolstoï. C'est ça, exactement ça. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais, et mais pour le coup, alors moi, comme j'ai pas trop vu la vidéo, de ce que j'ai compris, c'est que le précepteur reprochait à Antoine d'utiliser une partie de l'argumentaire de Tolstoï, mais moi, ça me choque pas tant que ça. Si c'est bien ça, en tout cas, le fond du problème, je trouve ça normal, en fait, d'utiliser. Enfin, tu vois, la philo ou la littérature, c'est pas sacré, c'est normal de prendre ce qui nous plaît et de mettre de côté ce qui nous plaît pas. Tu vois, Tu prends pas la pensée globale, quoi. Tu prends un ouais, bah si, élément, un outil. si la pensée fait système, tu vas prendre la pensée Ouais, voilà, c'est tout ça. entière, mais ça n'empêche de. Bah, tu vois, je te donne un exemple, on va revenir encore à Spinoza, mais dans l'un des bouquins de Spinoza, Traité politique, à la fin du traité politique, Spinoza a des propos qui sont quand même assez misogynes. Bon bah moi je trouve que ça je le mets de côté, tu vois, je trouve que c'est pas cohérent par rapport à son système de pensée et je pense qu'il s'est trompé là-dessus et c'est normal en fait, il vivait il y a 350 piges, tu vois, et il était peut-être pas obligé d'avoir tout compris quoi. C'est ça. Donc là-dessus, du coup, tu donnes le point à Antoine sur Tolstoy. Sur Tolstoï en tout cas, ouais. Si j'ai bien compris le débat sur est-ce qu'il faut utiliser absolument toute la pensée d'un auteur, et si c'est bien de ça qu'il s'agit, je donnerais le point à Antoine. Ouais. D'accord, très bien, intéressant. Et alors justement, une première question, mais pourquoi la philosophie, voilà, dans notre vie moderne, on a TikTok, on a Twitch, on a les jeux vidéo, pourquoi la philosophie, pourquoi Spinoza, qu'est-ce qui te passionne autant là-dedans? Euh, c'est des questions, ouais, c'est difficile. Déjà, chose à dire qui est importante parce que quand tu parles de philo, Alors c'est quoi la en philo, public, peut-être, oui. sur YouTube, non, mais au-delà de ça, c'est que on va projeter des choses sur toi. Ah là là, c'est une tête, c'est un intello, machin. Non, c'est pas le cas. Moi, j'étais plutôt un élève moyen, si ce n'est à la fin de mes études, où je me démerdais pas trop mal. Et c'est en fait justement à la fin de mes études que je suis reparti vers la philo, par des biais détournés en plus, parce que c'était dans des milieux associatifs. Et en fait, ce qui est pour moi est important dans la philo et la raison pour laquelle on en a besoin, au-delà de Twitch, les jeux vidéo, etc., et c'est des choses dont on a besoin aussi, il n'y a pas de souci. Apprends la Et tête. oui, voilà, si tu veux. Et en tout cas, là où je veux en venir, c'est que, disons qu'il y a tout un tas de choses qui sont importantes Cédric, dans nos non. vies, sans qu'on s'en rende forcément compte au quotidien. Par exemple, le fait de réfléchir à la mort, le fait de réfléchir à, je sais pas, à l'amour, l'amitié, tu vois, des choses qui nous touchent tous en fait. Et ça, c'est des réflexions qui sont profondément philosophiques et qui sont un peu manquantes dans beaucoup d'aspects de la pop culture, ou alors elles sont effleurées de manière voilà, très très diffuse, tu vois. Évidemment, hein, dans le cinéma, dans les jeux vidéo, c'est des thématiques qui sont abordées un petit peu, hein, mais en surface, tu vois, parce que le but premier d'un jeu vidéo ou d'un film, c'est pas de faire de la philo. Et donc, je trouvais ça important, moi, de justement essayer de rattacher la philo à des choses un peu pop culture, justement, c'est pour ça que Mhm. mon format s'appelle comme ça. Parce que je pense que on a tous à y gagner en fait à s'intéresser à la philo, parce que c'est l'une des missions de la philo, en tout cas dans mon esprit, c'est de permettre aux humains d'être
d'être plus heureux ou même d'être moins malheureux, parce que je pense que la plupart des gens sont d'accord pour Est-ce dire que ça. La c'est pas condition humaine, c'est compliqué, quoi. Est-ce que c'est pas plus un outil, façon de parler un peu comme, comme le zététique, j'allais dire, une sorte d'outil, tu sais, pour appréhender des concepts de vie et pouvoir prendre du recul sur cela. Alors après, qu'est-ce que c'est la philosophie déjà? Et est-ce que je suis pas loin ou j'ai complètement faux? Non, non, t'as pas faux. Non, non, il y a une part de ça. Alors, qu'est-ce que c'est la philo? C'est compliqué, évidemment. Il y a le marronnier de étymologiquement, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Bon, d'accord, ça veut pas dire grand-chose de précis. La philo, je te dis, oui, c'est pour moi, je serais assez d'accord avec ce que tu dis. C'est un outil qui permet de se mettre en contact avec des réflexions d'êtres humains qui ont quand même essayé de vraiment se pencher sur des choses sérieuses. Et effectivement, de prendre du recul sur certaines choses, tu vois. Je vais te donner un exemple par rapport à ce que tu dis. Dans nos vies de tous les jours, on est tous amenés à se mettre en rogne, à se mettre en colère, tu vois. Et bon, bah ça, t'as des philosophes qui ont parlé de la colère, tu vois. Tout le courant des stoïciens, que ce soit Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, ils ont parlé de la colère. Et ils ont essayé d'expliquer pourquoi c'était peut-être pas très intéressant de se mettre en colère pour des conneries. Et donc voilà, typiquement, c'est exactement ce que tu dis. La philosophie des stoïciens, c'est une façon de prendre du recul sur la colère qui nous touche au quotidien. C'est ça, c'est la colère, même, enfin, toutes sortes de choses. C'est l'approche, en fait, des méandres de la vie, ou même des joies, pour éviter peut-être de mal les vivre, justement, ou apprendre à mieux se contenir. Et après, c'est de devenir un sage, peut-être, sur Oui, alors ça, c'est une ambition élevée, mais oui, c'est ce que tu dis, c'est ça. Et c'est pour ça que je parlais d'amour, d'amitié, de la mort. C'est qu'en fait, il y a tout un tas d'expériences qui sont universelles, qui nous touchent tous et toutes, et ces expériences, ben, c'est c'est plus facile ou c'est moins difficile de les vivre et de les appréhender quand on a le recul justement d'auteurs qui se sont penchés là-dessus et qui ont écrit des choses là-dessus. Après, c'est évidemment, hein, c'est souvent mis sur un piédestal, la philo. Oh là là, c'est dur. Et moi, c'est un peu aussi le but de ma chaîne, c'est de dire en fait la philo, c'est pas un monstre sacré, c'est pour tout le monde. Et alors peut-être qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord, qui diraient que c'est pas assez élitiste de voir les Moi, on choses m'a comme dit ça, c'est mais de la science. On m'a sorti ça une fois, j'étais outré. On m'a dit ouais, c'est scientifique, la philo, des concepts que tu peux réutiliser, c'est répétitif et tout. Vous êtes complètement con. On m'a dit si, si. bah, Alors, c'est une forme de science, ouais. Enfin, après, ça dépend ce que tu mets derrière le terme science. pour Mais moi, la reproductibilité. ouais, oui, alors c'est sûr. Mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que c'est pas une science dure pour utiliser des termes un peu évités. Mais je veux dire, c'est une science au même titre que les sciences sociales sont des sciences. Et pour moi, les sciences sociales sont des sciences. Merci Mais beaucoup, oui, Amy. j'entends bien Merci que ça beaucoup. fait débat. Hein, évidemment, si t'es physicien, tu vas pas forcément être d'accord. Et enfin, ça peut te gêner qu'on mette ça sur le même plan. Et effectivement, c'est pas tout à fait sur le même plan. Très bien. Mais non, qu'est-ce qu'il y a psychodélique? Qu'est-ce qu'il y a? Donc pour toi, c'est pas une science, mais alors, l'intérêt du coup de la philo dans notre monde moderne, réellement, à part supporter. Enfin, pas l'intérêt. Je veux dire, le contenu de la philo aujourd'hui, il peut nous servir aujourd'hui dans notre monde moderne sans aucun problème. Parce qu'il y en a qui pourraient en douter. Je veux dire, psychodélique, lui, il fait pas de philo. Il est très heureux comme ça. Est-ce qu'on peut Ouais, être philosophe sans étudier la philosophie? bien sûr, bien sûr. Alors, sans études, ça dépend ce que tu veux dire par étudier. Est-ce que tu parles de diplôme quand tu dis ça? Non, juste les lire, etc. déjà, pour commencer, je Ah, pense. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut comprendre déjà juste en lisant, tu vois, bah, tout dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui sont très clairs puis tout dépend des traductions aussi, hein. C'est ça, c'est quand même. Tu vois, moi, les premières fois que j'ai lu Aristote, j'étais tombé sur des traductions un peu abscons et j'ai galéré. Mais non, moi, je pense que c'est toujours un plus de se pencher là-dessus. Et je pense que si Psychodélique est heureux sans philo, il serait peut-être plus heureux avec de la philo. Merci. Tu vois, c'est pas parce que tout va bien que. Puis surtout, il faut pas oublier que si tout va bien maintenant, c'est pas une constante, hein. Il peut t'arriver une connerie, et c'est souvent quand justement il t'arrive des choses difficiles que tu te penches sur des choses qui sont un peu plus grandes, qui te dépassent et qui vont en fait justement t'aider à aller mieux. Donc oui, moi je pense que ça peut, pour répondre à ta question, ça peut servir au quotidien, bien sûr. C'est pour ça que je te donne l'exemple de la colère, mais il y en aurait plein d'autres. C'est vrai que moi j'ai une approche qui est axé quand même sur des considérations plus politiques. Mais justement, tu vois, la politique, au final, c'est aussi quelque chose qui nous touche, alors peut-être pas forcément au quotidien, parce que
quand on est dans le boulot, quand on est dans la vie de famille et tout ça, on n'a pas forcément des considérations politiques en tête toute la journée. Et en même temps, C'est force est de ridicule. constater que les décisions qui sont prises, que ce soit au niveau, je sais pas, local, d'une mairie, que ce soit la région, le département ou l'État, c'est des choses qui sont importantes et qui touchent tous les administrés. Donc le fait de réfléchir à ça par le biais de la philo, c'est aussi quelque chose qui, in fine, a un impact au quotidien, quoi. Dans une certaine mesure, en tout cas. Et alors Spinoza, c'est quoi cette passion pour Spinoza alors du coup? Spinoza, si les gens connaissent pas trop, c'était un philosophe néerlandais du XVIIe siècle qui a écrit plusieurs bouquins, dont le principal, en tout cas celui qui est considéré comme son chef-d'œuvre, c'est l'Éthique. Et c'est quelqu'un qui a essayé alors plusieurs choses, mais notamment de redéfinir Dieu à une époque où c'était encore un peu, même aux Pays-Bas, hein, qui était un pays assez libre, c'était compliqué de parler de religion en dehors des sentiers habituels. D'ailleurs, il a été banni, hein. Donc c'était un Néerlandais, mais en fait, c'était un Maran à la base, c'est-à-dire que c'était un juif de la péninsule ibérique, du Portugal, qui a fui, dont la famille, lui, il n'a pas fui, mais sa famille a fui l'Inquisition. Ils sont venus d'abord à Nantes, je crois que le grand-père de Spinoza a vécu à Nantes, puis après ils sont partis aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas étaient plus libéraux ou libres, je ne sais pas comment on pourrait dire exactement, pour l'époque, hein, que la France ne l'était. En fait, il a failli devenir rabbin, Spinoza, et puis au fur et à mesure qu'il a grandi, il a commencé à poser des questions sur tout un tas de choses, et notamment il a essayé de réfléchir à une conception un peu différente de Dieu. Ça lui a valu de se faire bannir de sa communauté hébraïque Ouais. d'Amsterdam, C'est mal d'être fait. menacé, hein. Le texte est disponible d'ailleurs, le texte de son bannissement, et c'est un texte extrêmement violent. Mais donc voilà, j'ai un peu digressé, mais là où je voulais en venir, c'est que les projets de Spinoza, c'était de réfléchir à plusieurs choses, d'avoir une nouvelle conception de Dieu, qui est très très différente de celle qu'on a habituellement, c'est-à-dire que pour Spinoza, Dieu, c'est pas du tout... c'est pas anthropomorphe, c'est pas un mec dans le ciel, tu vois, c'est pas un barbu dans le ciel, c'est pas ça, Dieu. Dieu, pour Spinoza, c'est l'univers presque. Il a une phrase qui est souvent ressortie qui est Le grand tout quoi. Dieu ou la nature. Ouais, ce serait un peu D'accord. ça. Ce serait un peu ça, Dieu ou la nature, voilà. Pour lui, ce qu'il y a de fondamentalement divin dans l'existence, bah, c'est l'existence elle-même, en fait. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Donc Frédéric Et puis, Delavie a raison. je sais C'est pas, un spinoziste en fait. Je pense que c'est ça en vrai. Fred, là, je peux pas... Fredo, t'es spinoziste. Ça y est, on a trouvé. Je pense que c'est ça, parce qu'on n'est pas d'accord, c'est à chaque fois, parce qu'il me dit je suis Dieu, on est tous Dieu, tu vois, et je dis ouais, on peut pas être d'accord. Après, je dis mais je comprends ce que tu veux dire, et je pense que c'est un peu ça en vrai. C'est la nature, tout ça, la vie, tu vois. Ouais, alors, Non. Spinoza dirait pas que je suis Dieu, c'est plutôt qu'on est on a du divin en nous, je le dirais plutôt comme ça, si tu veux. En tout cas, du point de vue de Spinoza, quoi. Attends, faut que je calme le chat 2 secondes. Il y en a, ils disent tu invites des gars, ils se font insulter. Alors, Rémi est très content de son débat avec Prima, il me dit je suis prêt pour le deuxième round, ce sera avec grand plaisir. Et j'aime bien quand il y a de l'action, donc fermez vos gueules. Voilà, vous êtes pas content, bah regardez pas. Sinon, bah mets un pouce bleu, sinon tu serais pas là et tu commenterais pas, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te laisse reprendre. Pas de souci. J'ai vu que c'était tendu, effectivement, on y arrive. Incroyable. Bon, en même temps, je peux comprendre Primum, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est mieux d'être poli quand même. Bah, Même si c'est vrai que Primum, sur la forme, il aurait dû faire un petit effort quand même, parce que bon, bah, c'est dommage, parce que ça donne l'impression que oui, qu'il serait fermé à toute discussion. Ouais, C'est après, dommage. pour le coup, sur le fond, moi j'étais quand même plutôt d'accord avec lui, hein. Mais après, c'est ça le problème, c'est qu'on peut comprendre le fond, mais certains vont dire on n'entend pas le fond puisque c'est inaudible, etc. Tu vois, le Tout à fond fait. et la forme, toujours, c'est compliqué. Ouais, Mais ouais, après, c'est pour ça moi que- je suis assez rentre-dedans des fois parce que je sais que des fois ça aide aussi à faire rentrer des trucs. Donc, et sachant que Rémi est plutôt ouvert en vrai, donc ça peut passer, ça peut vraiment passer. Entre eux, ça pourrait passer, je pense. Et regardez, Rémi il est capable de faire des efforts aussi. Il disait tout à l'heure, bah ouais, c'est vrai que Raoul quand même, il aurait pas dû forcer, machin et tout. Donc, quand même, il y a moyen de faire une discussion ouais, entre bien eux. sûr. J'en suis sûr, j'en suis sûr. On revient sur Spinoza. C'était Sur quoi déjà? Spinoza, ouais. Oui. Alors attends, est-ce que j'en étais? Ouais, on a parlé un peu de Dieu. Donc en fait, dans la première partie de l'éthique, c'est en 5 parties l'éthique. C'est un bouquin qui est assez long, qui est pas forcément évident à lire. En tout cas, si on le prend vraiment comme ça, moi je pense qu'il faut pas le lire en une fois. D'ailleurs, je l'ai jamais lu. Je veux dire, ça se lit pas d'une traite l'éthique. Tu y reviens, tu lis des passages, puis tu poursuis petit à petit, puis tu reviens à d'autres passages. Enfin voilà. Mais donc le début de l'éthique est consacré à ça, et puis après en fait il va de plus en plus se concentrer sur la nature humaine. Donc un grand thème de l'éthique, c'est une forme de déterminisme, ce qu'on pourrait appeler le déterminisme,
Donc s'il y a des gens dans le chat qui voient pas trop de quoi je parle, en gros, le déterminisme, c'est par rapport à la question du libre arbitre et de la liberté. Alors, en philo, il y a comment dire, un corpus de débat qui s'intéresse à la question de savoir si les humains sont libres ou pas. Et donc, les déterministes en philo pensent que les humains sont pas vraiment libres. Et Spinoza appartient à ce camp-là, si on pourrait dire, parce que, en fait, il observe que on est tous déterminés, c'est pour ça qu'on parle de déterminisme, par tout un tas de choses, que ce soit notre parcours, que ce soit l'éducation qu'on a reçue, que ce soit notre bagage, même génétique, tu vois, des choses qui sont ou biologiques, en tout cas, des choses qui nous dépassent, tu vois. Et donc, en partant de là, il fait un peu le postulat qu'on n'est pas vraiment libre. Après, c'est à nuancer parce qu'il y a une part de liberté qui est aussi abordée chez Spinoza, mais qui n'est pas vraiment, comment dire, la liberté qu'on croit avoir quand on prend des décisions comme ça, tu vois, à l'instant T, quoi. Et donc voilà, les parties suivantes de l'éthique, à partir de la partie 3, pardon, il se concentre sur justement définir les passions. Ouais. Et puis ensuite, il explique pourquoi les humains sont, dans une certaine mesure, Soumis à leur pulsion. assujettis, c'est ça, soumis Ouais. à leur passion. Et puis dans la 5e partie, il fait une ouverture quand même sur ce que lui, il considère comme une forme de liberté. Qui est en fait justement la prise de conscience de ce qui nous détermine, de ce qui peut nous asservir, et notamment nos passions. Et le fait de regarder ça, c'est l'image que j'aime bien, c'est que pour moi, c'est une façon de voir les fils qui font bouger la marionnette, tu vois. Et ça, c'est un début de liberté. Et après, il y a un peu plus que ça, évidemment. Mais voilà, Spinoza, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, notamment la dernière vidéo, il y a 5 ou 6 citations, je crois, de Spinoza. C'est vrai que c'est un penseur qui revient souvent sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est celui que j'ai le plus lu et que je maîtrise le mieux. Voilà. Mais après, ça m'arrive. T'as l'air passionné quand même par Spinoza. T'as un côté, tu connais son histoire, tu connais son parcours par cœur, j'ai l'impression. C'est pourquoi? Comment ça se fait? C'est quoi cette affinité? C'est dur à dire pourquoi, tu vois, je saurais pas dire pourquoi particulièrement lui il m'a touché plus que d'autres philosophes, parce qu'il y a d'autres philosophes que j'ai lus et dont j'ai trouvé le travail intéressant. Descartes, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Je t'ai parlé des stoïciens que j'aime beaucoup aussi. Honnêtement, je saurais pas dire pourquoi exactement, c'est un peu mystérieux pourquoi lui il m'a. Je dirais que c'est celui dans lequel j'ai trouvé les meilleures intuitions. Voilà. Moi, les choses qui me semblaient les plus vraies dans la philo, notamment sur la nature humaine, ce qu'on vient d'évoquer, c'était vraiment. J'ai trouvé que Spinoza était vraiment le plus basé, si je puis dire, sur ces questions-là. Ouais, c'est ça. Et en plus, à une période quand même, je veux dire, encore une fois, c'est le XVIIe siècle, donc il a eu des intuitions que je trouve incroyables, qui sont en plus validées aujourd'hui. Hein. Il y a toute une partie des neurosciences cognitives qui a étudié les mécanismes des prises de décision et qui s'est notamment rendu compte que, effectivement, Spinoza n'avait pas tellement dit de la merde sur ces choses-là, quoi. Voilà, après, oui, je le connais bien parce que du coup, comme il m'a particulièrement touché quand j'ai lu l'éthique, je me suis évidemment penché dessus. J'ai lu j'ai lu ses biographies d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs biographies de Spinoza. Il y en a notamment une je pense que c'est un bon moyen de commencer en fait, parce que c'est des livres assez faciles à lire. Et il y en a une qui s'appelle Vie de Spinoza, au pluriel, Vie, V-E-S, et qui est en fait une double biographie très très courte. La première partie, c'est écrit par un mec qui l'adorait, et la deuxième partie par un mec qui le détestait. Donc tu vois, t'as un espèce de regard comme ça, double. Et donc voilà, j'ai lu celui-là notamment. Enfin voilà, évidemment, je me suis penché sur sa vie, quoi. Très bien. Et alors pour toi, c'est qui le philosophe le plus éclaté au sol de ce que t'as lu Ouais. C'est dur. Je réfléchis. Vraiment éclaté. Éclaté. BHL. Le problème en fait, c'est que les auteurs qui ont. Ah oui, alors BHL. Non, mais si tu me parles des contemporains, ce que j'allais te dire là, c'est en fait les auteurs qui ont survécu à l'épreuve du temps, a priori, ils sont pas éclatés, tu vois. D'accord. Tu vois, même Blaise Pascal, que j'aime pas trop, il y a quand même des choses intéressantes chez Blaise Pascal. Donc voilà, alors après, oui, si on parle des contemporains, ouais, il y a. Oui, BHL, mais est-ce que BHL vraiment est philosophe en même temps, je te dis ça, je suis un salaud parce que je l'ai pas lu, hein, mais c'est vrai que quand je l'entends parler, je le trouve pas particulièrement fin. Donc voilà, ouais. Mais tu sais, il y a une bonne vidéo qui avait été faite par. Je sais pas si tu connais Monsieur Phi, qui a une grosse chaîne YouTube où il parle de philo. Et il avait fait une vidéo sur pourquoi les philosophes médiatiques, donc ceux qui passent notamment à la télé, disent de la merde. Je crois qu'elle s'appelait comme ça la vidéo. Et donc il parle peut-être, je sais plus s'il parle de BHL, mais il parle de Onfray, de choses comme ça. Et c'est vrai que bon, Onfray, c'est pareil. Il est... En fait, comme ils veulent être pertinents sur tout, ils sont très superficiels, quoi, tu vois. Et donc ils sont pas forcément.
sont pas forcément carrés, quoi. C'est la difficulté de vouloir prendre la parole tout le temps sur tous les sujets. Enfin, tu vois, pourquoi on ferait sur le Covid? Oui. J'ai rien contre lui, tu vois, mais je veux dire, il est pas spécialement légitime à parler de Covid. Enfin, voilà. Et en Donc oui, dans les philosophie, contemporains, tu le trouves comment en philosophie, on ferait, tiens, en parlant de... je l'ai assez peu lu, donc c'est difficile de... J'avais lu quoi? J'avais lu... Je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle La politique du rebelle, ça me dit quelque chose, qui était pas inintéressant. Moi je trouve qu'il a eu une démarche qui était très très bien à l'époque où il a fait notamment l'université populaire de Caen, et qui est vraiment c'est d'ailleurs tout à fait le genre de choses que moi j'apprécie. C'est vraiment faire découvrir la philo au plus grand nombre et pas faire de ça quelque chose d'élitiste, tu vois. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que ces prises d'opposition politiques plus récentes, moi j'ai un peu plus de mal, quoi. D'accord, parce que tu es un gauchiste, c'est ça, hein, pour préciser. Je suis un gauchiste. Un horrible gauchiste. Voilà. Après, ça dépend à qui tu demandes, mais je pense que si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je dirais que je suis un SOSDEM un peu... Un SOSDEM, carrément? Ouais, un peu réformiste, tu vois. Non, j'ai pas peur. Quand je suis un SOSDEM un peu réformiste. Quand la majorité des gens qui sont en retard et qui râlent là sur Primum vont arriver ici, ils vont péter un câble. Ils vont péter. C'est la soirée macroniste, c'est un guet-apens. Ça va être ça. Ça va être ça. Les macronistes ne sont pas des SOSDEM. Je vous connais. Après avoir dit ça, je pense que ça va inciter certains à dire ça. Donc effectivement, je suis un peu con. Mais voilà, mais après SOSDEM, ça veut dire que tu reconnais être pas confus du coup. T'es même pas un confus en fait. Ça dépend à qui tu demandes. Si tu demandes à Dany Arras, je suis un gros confus. Mais ouais. Non, je sais pas. Je pense que si tu veux, moi j'ai des positions qui sont assez radicales sur plein de sujets, mais je suis pas révolutionnaire par nature. Je pense pas qu'il faille. Enfin voilà, après c'est là où c'est là où Antoine Goya dirait que je suis bourgeois. C'est que moi je suis pas forcément fan des mouvements violents, quoi. Ce qui m'empêche pas de prendre part aux manifs actuels. Tu vois, c'est juste que voilà, si on peut éviter la violence, je préfère qu'on évite la violence, tout simplement. Par idéologie, hein. Ouais, tête qui roule n'amasse pas mousse, comme on dit. Hein. C'est voilà quoi. Voilà. J'ai fait mon petit effet. En plus, c'est génial. Je suis désolé. C'est la blague avec le fond Samuel. Bon bref. Guerrero, je te laisse prendre la parole. T'avais une question. Bah tu sais quoi, regarde. Est-ce que c'est assez long? Est-ce que c'est assez long pour que j'aille me faire un café? Ouais, je pense que s'il connaît le sujet, il peut parler. Alors excuse-moi, moi je te connais pas du tout. Et j'ai fait des études, entre guillemets, enfin je suis en plein milieu de mes études, et on m'a forcé notamment à étudier Derrida et le déconstructivisme, et je trouvais ça vraiment stupide, ce mélange de psychanalyse et de linguistique qui ne mène à rien, et je voulais juste avoir ton avis si tu connais un petit peu. Voilà. Alors le problème c'est que je l'ai pas lu, mais disons que donc tu vois, je vais pas te donner des choses très intéressantes parce que ce que je connais de Derrida, c'est ce que j'en ai entendu dire. J'en ai entendu dire des choses exactement dans la même ligne que ce que tu es en train de dire là, donc des critiques assez négatives de c'est un peu abscon tout ça. Il y a aussi quand même quelques personnes qui en disent des choses plus positives, notamment justement Bégodeau, dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il aime plutôt bien Derrida. Donc c'est vrai que du coup, comme j'aime bien Bégodeau, je me dis qu'il y a quand même probablement des choses intéressantes à récupérer chez Derrida, mais c'est vrai que moi je l'ai pas lu, quoi. C'est quoi le bouquin qu'on t'a fait lire? Non, moi on m'a pas fait lire de bouquin, en fait on a pris la pensée de Jacques Derrida, on l'a un peu dévoyée pour la mettre dans une autre image qui va avec les idéologies de mon professeur, donc c'est un peu particulier. Ah ouais, alors attends, tu fais des études de quoi du coup? En anglais. Ah ouais, c'est hyper étonnant. Ah ouais, c'est très bizarre, oui. Bah, par exemple, si tu as le temps, enfin du coup je connais pas du tout ton travail, moi juste j'en profite de quelqu'un qui s'y connaisse un peu, si tu veux regarder le concept de phallogocentrisme et tout ce qui en découle, et moi je trouve que c'est des conneries infâmes, ils essayent d'expliquer le monde à travers en fait, en faisant des recherches, par exemple, j'ai découvert que Derrida, qui donc a fondé le déconstructivisme, c'est une des bases de la théorie du genre. Et moi, je m'en branle de la théorie du genre, mais je trouve ça juste particulier que une des bases de la théorie du genre soit basée elle-même sur une sorte de révision de la psychanalyse mélangée à de la linguistique. Je trouve ça vraiment très particulier. Voilà. Ouais, alors là, vraiment, on rentre dans des considérations. Comme je te dis, comme je l'ai pas lu Derrida, je peux vraiment pas te donner d'avis là-dessus. D'accord. Phallogocentrisme, ouais, le terme, tu vois, ça me parle là. On mélange phallocentrisme, logocentrisme, c'est rien qui va. Tout est centré autour du kiki. C'est ça, hein. Exact. T'as vu comme je suis un bon philosophe, moi? C'est qu'en fait, l'homme aurait la parole à travers. Il veut imposer son phallus et l'impose grâce à sa parole, et c'est un mélange des deux. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est essentialisant pour les hommes, les femmes, tout ce que ça. C'est bizarre.
Alors, est-ce Ouais, qu'il y a un ouais. lien entre philosophie et déconstructivisme du coup? Oui, le déconstructivisme est un courant philosophique, on peut dire. D'accord. Depuis combien de temps? Tiens, question con. Bah, du coup, c'est Derrida, donc c'est 20e, hein, c'est relativement récent. Mais comme je disais, t'étais parti de faire un café, mais comme je disais, moi, Derrida, Je sais, je maîtrise pas du tu tout. maîtrises pas, t'as jamais lu. Ouais, Je sais ouais. que t'inquiète, j'ai écouté. En fait, ah ouais, pour ceux qui se posent la question, quand je vais faire pipi, que je fais un café ou je sais pas quoi, j'ai mon téléphone et j'écoute ce qui se passe. Ah, ok. Bah oui. Pas folle les gars, sinon après je sais que ça fait pas très professionnel. Irréductible vu que t'as l'air aussi très calé ou que t'aimes bien en tous les cas la philosophie, si tu veux nous rejoindre tu peux, et si jamais il n'y a pas de place, faites de la place dans le Discord pour qu'il puisse monter ou descendre dans le nightclub, et comme ça Irréductible peut nous rejoindre. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Et dans le Discord vous pouvez vous manifester, et dans le chat vous pouvez poser des questions. Est-ce que tu as une autre question Guero, ou c'était la seule? Voilà. Et après je... Non, moi j'ai fini, moi c'est bon, merci Noé. Eh bien, Bah, de maintenant, rien, désolé, du coup. la première groupie de Noé Jacomet va prendre la parole. Je rigole. Altegras, et il aime beaucoup Noé, donc c'est pour ça. Moi, j'aime énormément, tu peux le dire, hein, je t'aime énormément, Noé, j'aime bien ce que tu fais, etc. Ah, la groupie. Non, pardon. ouais. Non, mais ça va te plaire, Dioclo, ma question. Est-ce que bah, c'est un terrain glissant, t'as droit à un joker, mais qu'est-ce que tu penses de tes collègues sur YouTube de façon générale? Bon, t'as cité Monsieur Phi, t'as cité le précepteur, t'as cité comment il s'appelle, le chauve là aussi, qui est plutôt woke là. Ah, pardon, c'était pas la bonne. Le Pardon. chauve qui est woke. Ouais, Je sais pas de qui tu parles. Monsieur Phi. Non, l'autre. Non L'autre. Ah. Il a quand même 1 million, c'est le premier pratiquement sur YouTube. Un chauve. Ah, si, Cyrus North. Ah, si. Oh, Ah, putain, ouais. c'est un philosophe lui. Ah non, mais il fait des pornos avec des poupées sexuelles maintenant. Ah non, c'est pas Ah, des pornos, il mais. a beaucoup parlé de philosophie au début. quand même, D'accord. c'est Ah vrai. putain, C'est vrai merde. qu'il a beaucoup J'avais parlé de oublié. philo. J'ai oublié. Pardon. Ouais, question alors annexe. qu'est-ce que. Attends 2 Ouais, secondes. vas-y. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces gens? Bon, tu t'es pas obligé de répondre parce que j'ai pas envie de te mettre mal avec ces gens. Et question annexe, est-ce que tu disais là, par exemple, sur la vidéo de Monsieur Phi et les philosophes médiatiques, est-ce que c'est pas un truc qu'on peut retourner aux philosophes de YouTube? Parce que ironiquement, Monsieur Phi quand même, là ça fait un peu 6 mois qu'il nous parle d'intelligence artificielle, etc. Et l'an dernier, il avait fait une vidéo un peu sur le pass sanitaire, etc. Je me dis, mais quand même, c'est bizarre parce qu'il est un peu en train de tomber dans les travers qu'il décrit, décrier, Ouais. tu vois, de manière un peu ironique. Et c'est quoi son... Là, il nous parle d'IA depuis 6 mois, je sais pas c'est quoi sa compétence en IA, quoi. Voilà mes 2 questions. C'est un Non, alors bourgeois. c'est Vas-y. des bonnes questions, ouais. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc, qu'est-ce que je pense d'eux Bah, alors Cyrus North, ça J'avais oublié fait ce- longtemps il est quand même parti sur d'autres terrains que ceux de la philo. Donc, du coup, moi, je regarde vachement moins ce qu'il fait aujourd'hui, en fait. Donc, je pourrais pas vraiment te dire ce que j'en pense aujourd'hui. Je trouve que ce qu'il faisait au début, c'était des très bonnes portes d'entrée vers la philo. C'était pas des trucs hyper carrés, hyper rigoureux et très techniques, mais il disait pas, dans mes souvenirs en tout cas, il disait pas tellement de conneries, et je trouve que c'était une bonne démarche, parce que justement ça pouvait donner envie à des gens qui avaient pas forcément l'habitude d'en lire, de se mettre à la philo. Donc vraiment, je trouve que c'était tout à fait cool ce qu'il faisait au début. En tout cas, je te dis, je suis moins maintenant. Monsieur Phi et le précepteur, on a mentionné aussi. Bah alors le précepteur, hein, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que j'ai écouté de lui, j'ai trouvé qu'il était tout à fait carré, il n'y avait pas de souci, hein. Vraiment, je te dis, moi j'ai écouté que ce qu'il a dit sur ses épisodes. Il a un podcast qui est très intéressant, où il va prendre souvent un concept ou un auteur, et il va faire 1 heure dessus, ou je sais pas quoi. Et ses épisodes sur les concepts spinoziens sont très très bien, donc j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Après, oui, il y a du drama avec Antoine Goya. Ça les concerne, hein. Je n'ai pas tellement envie de prendre parti Et là-dessus, Danny quoi. Caligula, ce gauchiste indécrottable. Que penses-tu de sa Danny, pensée philosophique? Je sens que c'est une question piège un peu. Non, mais parce je que déconne, c'est bon. Non, mais t'as le droit. Non, mais vraiment, parce que t'as parlé de Danny tout à l'heure aussi. Donc, J'ai parlé de Danny, mais parce que c'est un peu. Ça fait 2-3 fois qu'il me cherche un peu. c'est vrai qu'il a react à ta vidéo des 10 000 pages, je crois. C'est ça, je crois. Ouais, et puis il a react aussi à ma vidéo sur Bégodeau et Boutelja. Bah, c'est qu'il t'aime bien en vrai. C'est qu'il t'aime bien. Ça se trouve, il viendra un jour débattre Ah, avec ça se toi. voyait pas dans le live en tout cas. Et bah, Ça se voyait pas dans clash-le, le il live. viendra débattre avec toi sur mon émission. Non, justement, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans des trucs un peu toxiques comme ça. Non donc mais je préfère, juste, qu'est-ce que tu penses de sa pensée philosophique? Parce que lui, voilà, il a quand même étudié en philo, ouais. il a fait de la vulga philo, et aujourd'hui, même dans ses lives, il parle encore un petit peu de philo, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait carré sur ses références. Doxa, je trouve que c'était très très bien, ça me plaisait beaucoup son format. Donc Doxa, c'était l'émission qu'il faisait au début, hein, où justement il parlait beaucoup philo, politique. Moi, c'est un format que j'aimais beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, il est quand même plus dans
la politique plus que dans la philo, il me semble. Et voilà, moi j'ai beaucoup de points d'accord avec lui parce que je pense qu'on appartient au même camp. Après, on a aussi des désaccords. Et c'est pour ça qu'il a fait un react un peu assassin parce que il aime pas ce que je dis sur Ouria Boutelja, Dany. Et tant mieux, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Dany accepte que c'est une identitaire un petit peu, c'est pas grave, c'est bon. Voilà. On peut le dire, on a le droit de le dire, c'est une identitaire aussi, Ouria, c'est pas grave. Mais moi, je le formulerai même pas nécessairement comme ça. C'est surtout moi mon propos, c'était de dire que, en fait, le terme de blanchité chez Ouria Boutelja est un terme ambigu qui comporte une part d'identité. Voilà. En fait, je réagissais à ce que disait Bégodeau plus qu'à ce que dit Ouria Boutelja, parce que même Bégodeau les barbares. dit oui, c'est une notion politique et pas une notion identitaire. Or, non, c'est un peu les deux en fait. Voilà, mais de facto, elle est identitaire parce que elle est politique, mais en même temps, elle signifie quelque chose qui revient à l'identité et qui a trait à l'identité. Donc, de fait. En tout cas, partiellement. Parce qu'en vrai, il y a une part aussi qui est tout à fait politique dans sa notion de blanchité. Enfin bref, voilà, c'est des débats. Je suis d'accord, mais c'est un débat que j'ai eu avec Wissam, où je lui accordais le terme de blanchité, mais pas le terme de blanchité. En fait, je lui disais, je comprends tout le concept, mais je pense que blanchité n'est pas. Enfin. Je me vois très mal dire... Enfin, après, on parle bien de négritude, en vrai, c'est compliqué. Peut-être que dans 10 ans, on dira la blanchitude pour que ça colle à la négritude, et on se dira, ok, mais c'est vrai que blanchité, ça fait peut-être un petit peu... Je sais pas, là, c'est de la sémantique de merde. Bon, bref. Mais c'est un problème sémantique, j'ai l'impression, plus que d'un problème de concept. C'est ça le problème, peut-être, avec Ouria. C'est qu'on est peut-être plus sur de la provocation sémantique, tu vois, genre, pour justement amener à des concepts, mais par contre, du coup... Comme tout à l'heure le débat avec Primum, ça peut rendre peut-être les concepts inaudibles, alors que moi je trouve que, enfin, vraiment, on va être tout à fait honnête, hein, Wissam, t'enlèves les termes de blanchité, machin truc, tu prends juste social, machin, et c'est plutôt carré sur pas mal de choses. Après, il y a des trucs où je suis pas d'accord sur la révolution, machin, tout ça, mais ça dépend, quoi. Ah non, bien sûr. Mais moi, c'est la même chose qu'avec Dany. Je pense que on a beaucoup plus de points d'accord que de points de désaccord. C'est des gauchistes. Je suis un gauchiste aussi. Je pense que je suis plus proche encore de Dany, malheureusement. Il le sait, mon petit Dany. Même s'il faut pas le dire, mais on est proche, Dany. Je t'aime. Voilà, mais voilà. Et attends, il y en a un que je devais. Ah oui, c'était Monsieur Phi. Oui. Ah oui, parce que tu demandais sur l'intelligence artificielle. En vrai, tu as tout à fait raison. Et même moi, je suis coupable. Alors, j'ai pas une grosse chaîne du tout. J'ai 4500 abonnés, donc c'est rien d'incroyable. Mais je suis coupable de ce que tu dis là aussi. C'est que moi aussi, je parle d'intelligence artificielle. Et parce que c'est des débats qui sont intéressants dans les cercles philosophiques, en fait. Maintenant, pour moi, la différence entre Monsieur Phi et Onfray, c'est que quand il parle de ces sujets-là, quand même, je le trouve vachement plus carré, Monsieur Phi, que ne peut l'être Onfray. Sur le Covid, je l'ai trouvé. J'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait, mais je l'ai trouvé tout à fait carré. Sur l'intelligence artificielle aussi, je le trouve intéressant et carré. Donc voilà, c'est peut-être plus une question de rigueur que vraiment, tu vois. Le problème pour moi avec Onfray, c'est pas tant qu'il aborde des sujets qui sont pas directement liés à son champ à lui, c'est surtout qu'il le fait d'une manière qui est un peu par-dessus la jambe, tu vois. Oui, voilà. Il dit tout n'importe quoi, tout ce qui passe par la tête par moment, donc c'est un peu... il fait beaucoup de panique morale aussi maintenant, Onfray. Beaucoup, c'est vrai. Il vieillit un petit peu. Mais j'aime bien Onfray, moi, pour les universités populaires, parce que je le trouvais assez pertinent sur tout ce qui était religion, athéisme, etc., machin. Et puis après, il est parti en couille un petit peu. Moi, c'était sur ça que j'aimais bien. J'étais un bandeur de... Et attends, il y avait une deuxième partie à la question. Ah oui, vas-y. Deuxième partie de la question, s'il vous plaît. Non, il n'y avait pas de deuxième. T'as tout répondu. Juste si je peux rebondir sur Monsieur Phi, un truc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que son utilitarisme absolu, un peu complètement fifou, où tu te places toi dans ces débats philosophie utilitariste versus, je sais que c'est son grand dada là, est-ce que tu as pas l'impression que comme il voit un peu tous les faits de société un peu à cette aune là, ça lui crame pas un peu, enfin non je vais être méchant, mais ça l'aveugle pas sur certains sujets. Je pense au pass sanitaire l'an dernier typiquement. Je pense à l'IA. Est-ce que, à force de voir tout, est-ce que son utilitarisme te paraît un peu trop. Enfin, comment tu te places, toi, comment tu te placerais dans les débats utilitaristes versus les autres courants? Voilà, moi, je vais être plutôt de ce courant-là aussi. Alors moi, donc ça, c'est des notions de philosophie morale, sur une notion d'éthique. C'est marrant parce que justement, j'en ai parlé récemment sur ma chaîne avec un viewer qui était pas trop d'accord avec moi. Non, moi je me revendiquerais plutôt conséquentialiste et réaliste, je dirais. Donc c'est des courants, notamment le conséquentialisme est un courant dérivé de l'utilitarisme. Oui, pour moi c'est important de considérer les questions de bien-être collectif. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit au détriment de l'individu, mais je pense que c'est des questions qui sont importantes.
Après, ouais, sur les sujets que tu évoques, sur le pass sanitaire et tout ça, je pense qu'il y a. Moi, je suis quadrivax, hein, donc tu vois, je suis quand même vraiment là-dessus. Après, je pense qu'il y a- Golem. Comme ça, c'est fait. tout à fait. Comme ça, c'est fait pour le Après, chat. Vous n'avez pas besoin Tout à d'écrire. fait. Oui. Après, je pense qu'il y a des choses qui ont été très très mal faites. Parce que j'ai dans mes amis, dans mes proches, dans ma famille, j'ai tout un tas de gens qui sont au contraire pas du tout là-dessus, qui sont pas vaccinés, qui sont très très contre. Donc j'en ai beaucoup parlé avec eux, on s'est même frité, etc. Je comprends très bien hein, que ça a été compliqué à vivre pour plein de gens. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte le chantage qu'on a subi au travail. Et ouais, je vois que ça fait des signes. Irréductibilité fait des signes, donc je vais abréger, mais Non, ouais, non, non, c'est Cette difficile vidéo, ces questions. Juste, tu l'as vu, sa vidéo de l'an dernier, il a fait à une semaine de l'annonce du pass et il utilisait de la philosophie utilitariste à fond pour, je vais pas dire défendre le truc, mais voilà, il a fait 1 heure de philosophie utilitariste sur un sujet très très chaud d'actualité. Est-ce que c'est la place d'un philosophe médiatique, etc. Médiatique dans le sens YouTube, c'est voilà. Bon, j'en ai fini. Après, c'est Merci. ses outils, hein, j'aurais tendance à... Enfin, tu vois, le mec, il est cortiqué avec ses... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est cortiqué, voilà, c'est ses outils de fonctionnement et schéma de pensée, peut-être, et c'est peut-être pour ça que tu retrouves cet utilitarisme dans son argumentaire. Enfin, je sais pas. Alors, je vais répondre à ça. Je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, Jean Hippolyte qui dit d'où Spinoza est utilitariste. Spinoza n'est pas utilitariste, mais Spinoza n'est pas ma seule référence. Voilà, oui, excusez-moi, c'est moi ça, pas c'est à du tout cause ce de que moi. je dis. C'est à cause de moi. Voilà, Spinoza n'est pas du tout utilitariste. Je crois que je vais faire une vignette, genre, il n'y a pas que Spinoza dans ma vie. C'est ça. Ouais, alors je l'avais vu à l'époque, elle est plus très fraîche dans ma mémoire. C'est toujours compliqué parce que, tu vois, moi je me demande toujours quand des gens parlent de ces sujets-là, et moi je l'ai un peu fait aussi, hein, mais t'as l'impression que ça a l'effet inverse. Tu vois, moi, c'était quoi, début 2022, je crois, j'avais reçu Stéphane Gaudry dans mon podcast. Donc Stéphane Gaudry qui est médecin, qui est chercheur aussi. Alors sa spécialité c'est la médecine intensive, réanimation, des choses comme ça. Et donc je l'avais reçu suite à une intervention que j'avais vue de lui chez Mediapart, que j'avais trouvé intéressante, pour parler un peu de toutes ces questions. Le problème en fait c'est que on est tellement, pour moi il y a un problème contextuel qui fait qu'on est tellement polarisé à l'heure actuelle sur ces questions-là que en fait chaque position est presque inaudible pour le camp d'en face. Tu vois, parce que justement après l'avoir reçu, moi j'ai trouvé qu'il était très pertinent, qu'il était modéré et tout, et j'en ai parlé avec mes potes qui sont pas vaccinés, ils m'ont dit bah non, moi il m'a pas convaincu, tu vois. Et donc ouais, je sais pas vraiment si ça a un effet très je pense qu'il faut peut-être être plus peut-être un peu plus sournois, je vais dire, tu vois, peut-être amener les gens à des choses par la manipulation. détournées. Alors, est-ce Non, ce que serait pas l'usage forcément de de la la manipulation est-il nécessaire quand c'est pour le bien-être Alors, des gens? en fait, Non, pour j'ai le dit bien-être, hein. Pour le bien-être, je précise. En fait, moi je pense que j'ai dit sournois parce que beaucoup de gens considèrent que la diplomatie c'est une forme de manipulation. Moi c'est pas mon avis, moi je pense que la diplomatie c'est important et que tu convaincs pas, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec Primum sur la forme tout à l'heure, c'est que tu convaincs pas les gens en leur gueulant dessus. Tu vois, ça c'est, moi je suis strictement convaincu de ça et c'est pour ça que j'essaie de pas faire ça sur ma chaîne, même quand je critique quelqu'un avec qui je suis pas du tout d'accord comme Rochdi, j'essaie d'être poli, d'être carré, parce que je pense qu'on ne fait pas changer d'avis les gens qui sont pas de notre avis, on les fait pas rejoindre notre avis en leur gueulant dessus ou en se foutant de leur gueule. Et voilà, tu vois, le fait de faire 1 heure, comme disait Irréductibilité, 1 heure hyper rentre-dedans d'utilitarisme en disant ouais, faites-vous vacciner, c'est peut-être un peu trop cash et peut-être un peu trop bourrin finalement pour être vraiment efficace. En même temps, je te dis ça, si ça se trouve, en fait, ça a eu un effet génial et on l'a pas mesuré, tu vois. Je vais rendre la parole au baron. Baron. Bonsoir à tous. Bonsoir Noé, je connais pas du tout ton travail, donc. Salut. Philosophie. Oui, non, j'ai bien compris. Et pop culture. J'ai bien compris. C'est pas pour toi que je dis ça, c'est pour le public. Pardon, excuse-moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'au cas où ça rappelle, il y en a qui arrivent. Ah, mettez un pouce bleu. Oui. Faites-le dans la si vous voulez la soutenir. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à tout ça, cher Irréductible? C'est vachement intéressant ce qu'il disait sur effectivement de la difficulté. Alors, il y a plein de choses qui ont été évoquées. Moi, je peux plus blairer Bégodeau. Ouria me sort par les trous de. Je resterai poli. Voilà, parce que bon, bref, ça c'est des trucs personnels, mais. Au départ, en ce qui me concerne, quand je suis arrivé en terminale, on a commencé à me parler de philo, et c'est très rigolo parce que j'avais un prof de philo qui était croyant.
Donc ça date pas d'hier, ma première discussion sur le libre arbitre et le foutage de gueule du péché originel. Ça a commencé comme ça, donc c'est pas nouveau chez moi. Et c'était très intéressant ce que disait Noé sur effectivement le fait que Spinoza a eu une intuition absolument extraordinaire, puisque a priori la biologie, enfin en tout cas il y a des expériences qui ont été faites sur le temps de réaction entre le moment où on prend une décision, par exemple de saisir un objet ou ce genre de choses, et que les neurosciences ont montré en fait que les muscles bougeaient avant que le cerveau donne l'ordre. Donc ça c'est absolument... C'est la mémoire musculaire ça en fait, on connaît ça. Oui, Bien dans le jeu alors- vidéo, c'est travaillé énormément quand même. Ah, Oui si. bien sûr, ou les sportifs. Moi, évidemment, c'est quoi quand je ou la jouais à musique, Quake Quand je jouais à Quake, parce que j'ai pas fait de musique et j'ai pas fait de sport. Je fais ce que je peux, les gars. Hein, merde. Bah, je rêvais quand même de mes games la nuit et genre mes doigts ils bougeaient. La vie de ma mère. Mais- hein. Et genre vraiment, mais- et c'était chaud quoi. Enfin, Et toi, à tu titre t'obsédais. personnel, à titre personnel, j'ai pu expérimenter la chose quand j'ai fait mon armée et que je pouvais pas jouer de mon instrument qui est la basse. Comme je passais mon temps à penser et à décoder ce que j'entendais à la radio, machin, etc., en me disant comment ça se joue, etc., je me suis rendu compte que j'avais fait plus de progrès en harmonie et en compréhension que de pratiquer physiquement. Bon, j'avais fait pas mal d'heures avant, hein, bon voilà, donc il y avait déjà une mémoire musculaire, etc., mais que j'ai compris et intégré énormément de choses juste en faisant travailler mon cerveau et ma mémoire musculaire, même sans l'instrument. Donc, bon, on va pas se lancer là-dedans, c'est quand même un sujet assez passionnant, ouais. assez profond, très complexe. Mais effectivement, la notion de libre arbitre, oui, alors quelle est notre part de libre arbitre par rapport à ce que disait Noé, c'est-à-dire notre culture, la biologie, etc., etc., etc. Alors, c'est vachement intéressant parce qu'en même temps, il y a tout un courant de pensée voilà, qui est en train d'essayer de nous expliquer que finalement, la biologie n'a pas tant d'importance que ça, alors que tout ce qu'on apprend... Ah, ça va être le clash là. Vas-y. Non, vraiment, c'est il y a une piste de réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui se réclament justement d'essayer d'être carrés, et voilà, etc., ne prennent pas en compte ces éléments-là dans leur recherche justement de la part de liberté, de comment la société se modèle, comment elle façonne les êtres humains. Et je suis un peu comme eux, c'est-à-dire que moi, alors peut-être on est du spectre politique qui est plus le même maintenant, mais moi je me considère toujours de la gauche anticléricale, voilà, bref, historique, voilà. Mais effectivement, le bien commun, c'est un truc hyper important. Et effectivement, la philosophie morale, c'est-à-dire se poser la question, c'est à partir du moment jusqu'où on peut, entre guillemets, piétiner la liberté individuelle pour le bien commun. Finalement, c'est un petit peu ça, non ? Ouais, bien sûr, c'est exactement ça. Mais c'est tout le sujet, justement. Ma dernière vidéo, c'était sur Charles Gave et Gaspard Koenig, qui sont des libéraux et qui parlent beaucoup de ces sujets, parce que chez les libéraux, la période du Covid a été vue comme vraiment privation de liberté une scandaleuse. oppression. Oui, c'est ça. Et bah, en fait, ouais, le débat que j'ai eu, notamment dans les commentaires avec je crois qu'il est libertarien pour le coup. Ouais, ça Oula. montrait qu'en fait, on a des axiomes de départ qui sont tellement, Opposés, ouais. antithétiques que c'est compliqué, quoi, tu vois, parce que lui, en fait, pour lui, par exemple, ce qu'il me disait, c'est pour lui, la liberté s'incarne dans la propriété privée, tu vois. Et bon, bah moi, ça, c'est pas que fondamentalement, je trouve que c'est absolument faux, mais je veux dire, c'est juste une part de liberté, ça, pour moi, tu vois. C'est pas du tout la liberté. Et c'est ça le problème justement qu'on a sur ces questions, c'est qu'en fait il y a 1000 définitions de la liberté. Et justement, Charles Gave, dans la vidéo en question, j'utilisais un extrait où il définit la liberté d'une manière qui est encore complètement différente. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que la liberté, la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est assez vague aussi. Enfin voilà. Donc il y a tellement de définitions. Enfin de toute façon, c'est un terme qui. Est-ce que la liberté voilà, c'est pas de la merde et du pipeau, genre, parce que pour moi la liberté c'est un concept vague qui prétend t'amener à un absolu, voilà, d'absolue liberté, mais pour moi on est soumis déjà, je sais pas, moi je suis soumis à mes pulsions, je suis soumis à la faim, je suis soumis à l'envie de dormir, je suis soumis à plein de choses, tu vois, genre. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une liberté ? Faut pas confondre le principe et son application. Oui, mais du coup c'est de la merde, ça n'existe pas. d'une Quoi. part. Ouais, Non, mais le mais si tu principe, veux, en il fait- n'existe même pas du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, En fait, vas-y. tout dépend derrière le terme. Mais moi, voilà. en vrai, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que j'ai une vision, mais tu as une vision assez déterministe pour le coup. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. La liberté qu'on a n'est pas celle qu'on pourrait penser instinctivement. Tu vois, quand je vais je sais pas, manger le midi,
bah, mettons, je vais au resto, je vais commander quelque chose en fonction de mes envies. En fait, Voilà. je peux pas décider de ce dont j'ai envie, tu vois. Je peux pas dire, ah bah, ce midi, je vais avoir envie de manger, je sais pas moi, des poireaux, tu vois. Ça marche pas comme ça, en fait. Et C'est donc, là-dessus, on n'a pas vraiment de contrôle. En revanche, et c'est là où je trouve que Spinoza est intéressant, c'est ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que dans cette espèce de complexité, toutes les influences qui vont nous déterminer, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut avoir, si ce n'est du contrôle, au moins une lucidité, on va dire. Tu vois. Et justement, le fait de prendre en compte qu'il y a tout ce bagage qu'on ne maîtrise pas, qui nous influence, et c'est pas une liberté à proprement parler, en tout cas pas au sens traditionnel, mais c'est une façon de réclamer une forme d'autonomie, ou en tout cas de conscience de conscience, choses ouais, qui voilà. C'est ce que j'aurais dit, Ça. conscience plutôt de à peu près de qui on est, pourquoi on réagit comme ça, quoi. Je dirais plus ça. C'est ça. Mm. C'est ça. Et là-dedans réside, à mon avis, hein, une part de liberté. Voilà, un truc qui n'est pas aussi grand que ce que les libéraux pensent, mais qui n'est pas négligeable non plus. Pour Vas-y, rebondir ce que tu disais sur comment convaincre les gens, pour le coup, je pense que sur des sujets, alors au départ, c'est pas fait pour ça, mais peut-être que les systèmes C'est ton appel comment Twitch. dirais-je, de dialogue, Ici, genre tu as le épistémologie temps. de Envoie rue, le peuvent être classique. vachement utiles, justement quand il s'agit de parler des vaccins ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a aussi un problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation historique sur ce qu'était le monde sans les vaccins. À titre personnel, ma mère est née en 27, pardon. Ma mère est née en 27, et quand elle a eu 8 ou 9 ans, elle a vu un de ses grands frères, son grand frère préféré, mourir du tétanos. Alors, mourir du tétanos, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, si vous avez déjà eu une crampe dans un muscle, voilà. Le tétanos, c'est une crampe dans tous les muscles du corps. Et en particulier, les muscles du torse. Voilà. Mais c'est en permanence. Hein. J'ai Donc, fait en mon fait, appel vous mettez général. à peu près une semaine à mourir. Et par étouffement, en fait, c'est comme si vous étiez crucifié. C'est-à-dire qu'en fait, les muscles de votre cage thoracique n'ont plus la force d'ouvrir la cage thoracique pour permettre aux poumons d'aspirer l'air et ensuite le recracher. Donc vous mourrez étouffé par votre propre cage thoracique. C'est assez sympa. Et donc, enfin, je veux dire, suite à ce qu'elle m'a raconté, je me suis toujours juré d'un truc. C'est pas s'il y a vraiment un vaccin que j'oublierai jamais de faire, c'est celui-là. Celui-là et la rage, c'est quand même particulièrement sympa. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'était que de mourir de maladies qui maintenant sont éradiquées chez nous. Les gens ont complètement oublié ça. Et quand les gens ont des histoires en disant « Oui, mais vous comprenez, on ne sait pas exactement comment fonctionne ce vaccin. Les ARN, ça fait 20 ans qu'ils... » Oui, mais depuis 20 ans, on a fait des progrès. Et surtout, les gens oublient une chose, c'est que la première fois que Pasteur a fait ce shot contre la rage pour ce petit garçon qui venait de se faire mordre par un chien, alors c'est vrai que la situation n'est pas exactement la même, parce que le gamin, on savait que si on faisait rien, de toute façon, il était condamné. De toute façon, il était mort. Oui, Donc fallait c'est faire quelque ou chose. mort vite, c'est ça. ou mort vite, ou mort un peu plus vite. Voilà. Mais bon, de toute façon, il était mort. Donc, de toute façon, perdu pour perdu, allons-y. Le problème, c'est que la plupart des gens qui nous disent oui, mais ces vaccins expérimentaux, ça fait prendre des risques, etc., etc. Ce qui est très rigolo, c'est que ces gens qui ont une attitude qui consiste à dire oui, mais on ne peut pas prendre le risque alors que d'avoir un vaccin qui tue ou qui a des effets secondaires, sont aussi les personnes qui nient la létalité de ce qu'a été le Covid. Et ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que ça fait des morts, ils nient les morts, et en même temps, dans un autre temps, ils fantasment ou des effets secondaires ou des morts qui seraient dus au vaccin. Et moi, je trouve ça absolument fascinant. Mais effectivement, le gouvernement s'y est super mal pris. Il faut dire la vérité. Il faut dire quand on ne sait pas exactement, il faut dire on ne sait pas exactement. Mais statistiquement, vaut mieux faire ci que faire ça. C'est tout, c'est un choix. On a été obligé de trancher. Oui, peut-être qu'il y aura des effets secondaires. Oui, peut-être qu'il y aura un petit pourcentage de personnes où les effets secondaires seront tellement graves que ça peut conduire à la mort. Oui, on assume parce que dans l'ensemble, statistiquement, ça protège plus de gens que ça ne les rend malades.
et je pense que c'est une erreur, l'erreur, mais bon, alors moi, c'est vrai que sous l'ère Macron, c'est compliqué. Ces gens ont une incapacité à comprendre que les gens sont pas si cons qu'ils le pensent. Voilà, on est un peuple quand même un minimum éduqué, et je pense que l'erreur fondamentale, c'est que ces gens se pensent tellement intelligents, ils se croient tellement supérieurs en connaissance, en intelligence, en savoir, enfin bon, bref, que ils considèrent que les gens sont assez cons, ils se donnent même pas la peine de mentir correctement. Voilà, enfin, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont pas juste aussi cons que tout le monde? Oui, il y a aussi le rasoir d'Anlon. Il y a aussi le rasoir d'Anlon. Nous sommes d'accord que je pense pas qu'ils soient n'attribuons pas au complot. Voilà, effectivement, n'attribuons pas au complot ce qu'on peut attribuer moi je pense à la que l'autre bêtise. Sibeth est vraiment très con. Hein. Ah oui, oui, non, c'est compliqué à mettre. Moi quand je l'ai vu, j'étais là. Je ne sais pas mettre un masque. Non mais surtout que moi c'est pas ça. Travailler à l'hôpital. Après c'est vrai qu'il y a un autre truc. C'est vrai qu'à l'hôpital. On sait juste que voilà, tu prends pas un masque n'importe comment, machin, mais ça tu l'expliques aux gens, c'est réglé, tu vois, tu fais un tuto, voilà, ça passe très bien à la télé, tu fais une pub à chaque film, machin et tout. Mais non, en fait, ils sont juste trop cons pour pouvoir comprendre au moins ça, mais ils auraient dû Là-dessus, c'est aussi le problème d'une honnêteté, mais là, on est en dehors de la philosophie et on est totalement sorti. Oui, pardon. Mais bravo, le fan de Spinoza. Voilà, non, mais en plus, il nous disait tout à l'heure, Baron, que ouais, j'ai lu Spinoza, tout ça, rien à voir. Non, j'ai des notions de Spinoza. Non, je n'ai aucune formation sérieuse en philosophie. Alors, Psycho a lu la philosophie aussi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis toujours. Je suis un peu comme Monsieur Jourdain. On me dit, vous qui faites de la philo, j'en fais. Peut-être que je fais de la philo, mais je fais pas exprès. D'accord. Moi, c'est pareil. Après, moi, on m'a dit, j'étais un bon philosophe, mais j'ai lu Marc Aurèle. C'était bien Marc Aurèle. Ah bien sûr. C'est intéressant. Mais c'est des carnets. Sûr, mais c'est moins chiant que les autres trucs parce que le mec il est pas en mode je vais t'expliquer un truc, je sais pas quoi, il te raconte sa vie en fait. Sûr. C'est son carnet de bord. En fait, la différence avec Marc Aurèle, avec beaucoup d'autres auteurs, c'est qu'il est humble. Et ça, c'est vachement c'était un empereur romain. Et qu'est-ce que tu penses de Marc Aurèle, Noé, tiens? J'aime bien. Au début de l'entretien, on a parlé des stoïciens. Oui, moi j'ai lu aussi les pensées de Marc Aurèle. Pensées pour moi-même, c'est le titre. Non, j'aime beaucoup. C'est ce que je te dis. En plus, je trouve que c'est déjà, comme tu dis, c'est très digeste. C'est-à-dire que c'est bien écrit. Oui, voilà, c'est ça. C'est facile à lire. Et en plus, c'est des. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout. Il y a sûrement des souvenirs que j'ai plus de choses qu'on pourrait mettre de côté. Mais il y a tout un tas de conseils qui sont encore très adaptés à la vie au XXIe siècle, notamment justement tout ce qui est, on en parlait au début, la colère, le fait de gérer ses émotions. De toute façon, ce qui est l'essence de la philosophie des stoïciens, c'est de mettre de côté ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est un truc qui revient souvent, notamment chez Épictète. C'est ce que j'essaie d'apprendre à ma femme. Ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir, arrête de te prendre la tête avec ça. Alors, si ça ne dépend pas de toi, sors-le de ta tête, arrête de te faire du mouron avec ça, ça sert à rien, puisque ça dépend pas de toi. Et c'est très con, hein. Tu vois, c'est compliqué en vrai, mais c'est très dur ça par contre. Moi, ma femme, elle considère que je suis un je m'en foutiste d'une certaine manière, parce que justement sur des situations, c'est genre qu'on peut pas gérer, parce que je vois que genre il y a des trucs qu'on peut faire, mais il y a des trucs qu'on peut pas faire, tu vois, c'est inextricable, et ça dépend du destin, comme diraient certains. Et ma femme, elle arrive pas. Elle se dit, il y a bien moyen de trouver une solution, tu vois, genre elle se dit, il y a forcément une solution, sauf que des fois c'est pas possible. Et moi j'ai cette position en mode, faut se détacher. Et c'est horrible parce que en fait quand t'as pas cette façon de pouvoir prendre du recul sur certaines choses comme ça, c'est un cauchemar. Mais par contre, au fur et à mesure, elle a appris, ce qui est logique, parce que quand t'as des emmerdes en faisant des rénovations, tu te doutes bien que voilà, t'as pas le choix. Mais t'apprends à la dure du coup quand t'arrives pas à prendre ce recul nécessaire. Mais c'est un recul nécessaire. Et ce qui est intéressant avec Marc Aurèle aussi, c'est qu'il avait du pouvoir. Donc il y a aussi un petit peu ce rapport au pouvoir, etc. qui est plutôt pertinent, même avec notre époque, je trouve. Oui, tout à fait. Noé, est-ce que tu ne penses pas que justement cette notion que Zioclo vient d'évoquer sur l'acceptation et le lâcher-prise sur une situation sur laquelle finalement on n'avait finalement aucune prise, est-ce que... Alors moi c'est le sentiment que j'ai, mais j'aimerais bien avoir ton éclairage là-dessus. J'ai le sentiment que quand les gens se précipitent dans la religion, quand les gens se précipitent dans les sectes, quand les gens se précipitent justement sur ce genre de choses, c'est une tentative de se donner l'illusion qu'on maîtrise quelque chose. Ouais. C'est des sujets qui sont pas tout à fait dans ma... Je pense que dans certains cas, il y a une part oui, il y a une part de ça. C'est-à-dire que... Mais tu vois, c'est même au-delà de ça, je crois que c'est Nietzsche qui faisait la comparaison entre le christianisme et l'alcool. C'est une façon de... si tu veux, c'est les deux grands...
les grands remèdes au malaise existentiel, c'est la religion et l'alcool. Voilà. Tu vois, j'ai de l'angoisse, j'ai des anxiétés vis-à-vis de la condition humaine, ce qui est normal, parce que la condition humaine, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de trouver des choses qui vont me redonner un sentiment de contrôle. Voilà, le fait de, si tu deviens, voilà, effectivement, si tu deviens catho, de dire, bon, bah, il y a une vie après la mort, peut-être que si je suis vertueux pendant ma vie, je vais finalement arrêter de souffrir, parce que la vie, c'est dur, et je serai récompensé d'une certaine manière. Oui, il y a une part de ce que tu dis, je suppose, mais ouais, c'est vrai que je te dis ça, moi, c'est pas. Est-ce que la drogue, ça n'est pas plutôt dans un état d'acceptation forcé, par contre, ce qui rend peut-être plus laxiste, voire totalement inerte au bout d'un moment, mais est-ce que c'est pas plus ça, genre, ça te permet de supporter justement les trucs, mais c'est pas. Tu vois, genre, c'est pas comme tu le disais, j'ai plus le terme exact, mais enfin, pour moi, c'est plus ça, ça te met dans un état justement qui te permet de laisser couler tout, voire de t'en foutre totalement. Le monde s'écroule de. Pour toi, la drogue, ce serait un outil stoïcien, un outil de détachement stoïcien. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Non, mais vraiment, malheureusement, attention, je dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que malheureusement, ça amène à un état de stoïque. Alors, enfin. Oui, mais alors en même temps, ça rejoint la réflexion de Marx sur le fait que c'est l'opium du peuple. Ça rejoint cette réflexion aussi. Mais après, c'est un peu différent de la religion dans le sens où la drogue, ça te met dans cet état où Pierre, la seule préoccupation que tu auras, ça va être ça quasiment, quoi. Tu vois, le reste, bon, ça passe derrière. Oui, tu oublies tous les autres problèmes, effectivement. Et derrière, par contre, moi personnellement, j'en suis sorti de tout ça, mais par contre, tu le payes déjà d'une, mais derrière, c'est vrai qu'avec du recul, t'as quand même cet aspect de te dire, bon. Effectivement, moi je fume encore par exemple, mais ça me permet de bien mieux supporter certaines situations, je pense, que beaucoup de gens. Alors je dis pas que c'est ça, hein. Il y a aussi moi, mon vécu, attention. Mais malgré tout, je pense que la drogue ça amène à ça aussi, malheureusement. Parce que, mais en pire, hein. C'est-à-dire en gros tu ne fais plus rien, tu vas abandonner même la société, la vie sociale et tout. Hein. Par contre, tu vas t'en foutre de tout, quoi. C'est ta famille, tout ça. Ouais, bah, après, ouais, j'ai été consommateur aussi hein, d'herbe. Donc je connais ça. De mon expérience, c'est quand même un peu plus une forme de déni que vraiment de détachement stoïcien. Peut-être. Ouais, peut-être. Oui, c'est se détacher des problèmes. C'est une voie sans issue, mais ça permet effectivement de se retrouver dans des états où toutes les questions existentielles, en fait, c'est un apaisement. C'est un apaisement à la douleur psychologique que tu peux ressentir de par ton état, de par ta condition, etc., etc. Ça paraît évident. Je sais pas. Il y a Balou qui demande dans le chat si Marc Aurèle fumait des ouinges. Mais je pense que oui, il fumait des gros tarpés, il écrivait dans son livre. Évidemment. Il a même fumé les feuilles avec lesquelles il écrivait son récit, les copains. Mais il n'y avait plus rien dans le bouquin, après on a tout réécrit du coup. C'était bordel. Mais putain, mais lisez Cicéron, vous verrez. Voilà. C'était pas fait avec du papyrus, mais avec des feuilles de chanvre. C'est comme ça les copains, c'est là. Non, je rigole, j'avais plaisir bien entendu. C'est pas du déni, mais je sais pas, non, après moi c'est une réflexion que je me fais parce que j'ai déjà parlé de drogue, complotisme. Moi vraiment je fais le lien entre complotisme et usage de drogue et certains états de paranoïa, etc. machin. Donc après c'est juste une réflexion, après je vous dis pas que j'ai raison les copains, calmez-vous hein. Et pareil, hein, moi, parce que je vois que ça réagit sur le déni, je parlais de ma propre expérience, moi voilà. L'utilisation de l'herbe en ce qui me concerne c'était plus une forme de déni qu'autre chose. Voilà, et puis même moi, hein, je sais très bien que des fois quand je prends une position, par exemple j'ai beaucoup eu des positions à l'époque un peu new age en mode ouais la drogue, c'est une porte, voilà, tu vois toutes ces merdes, donc je sais très bien quand je vais dire un truc du style, voilà c'est ça, mais je sais très bien quand je vais dire un truc du style, ouais la drogue ça peut amener un état un peu stoïque, machin, je sais pas quoi, enfin de stoïcité, je sais pas comment on dit, bah effectivement même moi je fais attention à mes propres biais parce que moi je sais très bien que des fois quand on discute avec ma femme qui me dit c'est très bien que t'arrêtes de fumer et que je dis c'est très bien, je le vis très bien et tout, c'est mes biais hein, je suis pas débile et je sais très bien aussi que ça a des impacts négatifs sur ma vie et je le vois même en live et tout, mais ce n'est que du CBD hein, comme le dirait Shizel, ce n'est que du CBD. Alors, au bout du bout, cette ouverture de Kundalini, t'en es où? Ça m'a percé le cul et ça m'a éclaté la fontanelle en fait, c'est ça le problème. Mais par contre, il y a la lumière qui passe, hein, clairement. Ah, ben oui, clairement. Tu rayonnes. Quand t'es fêlé, c'est comme ça que t'as la lumière qui passe. S'il y a des gens qui ont des dernières questions, philosophie surtout, ou d'autres sujets que peut évoquer Noé, t'as pas identifié un souci sur lequel tu n'as pas d'emprise, mais tu ne te soucies pas par apathie à cause de la drogue, donc pas stoïcien dans la démarche. Oui, c'est pas une démarche par contre, mais est-ce que dans l'état, c'est ça que je disais, est-ce que l'état n'est pas finalement un état de stoïcité, je sais pas quoi. Bon bref, c'est un autre débat. Ah oui, il y a Big Babar qui voulait poser une question. Big Babar, bonsoir. Oui, bonsoir. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, t'as entendu longtemps. Vas-y. Non, après, c'est juste déjà pour remercier Baron, parce que je trouve que sa position, en fait, dans la gauche aujourd'hui, c'est compliqué de la maintenir.
parce que moi aussi je suis un peu dans cette thématique-là et que ça pose problème. Un exemple, c'est que vous parliez tout à l'heure de liberté, etc. Et on parlait des problèmes de pourquoi il y a, et c'est ce qu'il avait expliqué Baron aussi dans sa vidéo, pourquoi il y a plus de mecs en mathématiques, etc. Et ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est qu'on est quand même régi aussi par des hormones. Et que ces hormones, qu'on le veuille ou non, ça fait des biais aussi. Enfin, ça nous pousse à aller sur certains chemins, quoi. Et ça, par exemple, c'est une gauche qui n'arrive pas à l'admettre. Il y a une certaine gauche qui ne le supporte pas, quoi. Et ça, je trouve que c'est dramatique. Enfin, je trouve ça compliqué. Quelle gauche ne le supporte pas? La gauche mandaxienne, quoi. Ah, carrément. Pourquoi la gauche bah, mandaxienne? Attends, je comprends pas. Ah, par rapport à la zététique, du coup, parce qu'il n'y a pas que la gauche mandaxienne. Non, mais par rapport à leur biais idéologique, par exemple, la construction, le fait que les femmes soient pas en mathématiques, pour eux, c'est purement une construction sociale. Il peut pas y avoir derrière si vous voulez, une part de, comment dire, alors, de non. goût. Non, en fait, je pense que là, par contre, je voudrais pas. Même moi, par souci d'honnêteté pour Mandak, je n'ai pas envie de réduire son propos. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la femelle. Le mâle. Et après, non, vraiment, si on veut prendre les termes, façon de parler plutôt scientifique, on va dire la femelle mâle. Et ensuite, tu as le concept de femme-homme. Et c'est ça, en fait, dont il parle quand il dit femme-homme, construction sociale. Ce qui est plutôt pas faux, d'une certaine manière. C'est-à-dire, au niveau de certains comportements, stéréotypes, etc., effectivement, on est plutôt sur la forme d'une construction sociale plutôt qu'autre chose. Mais vas-y, je te laisse reprendre. Pardon. Non, mais après, c'est vrai que je dis gauche mandaxienne. Mais après, parce que je dis gauche mandaxienne, mais c'est vrai que c'est, comment dire, un espèce d'abus de langage, en fait. C'est parce que, en ce moment. Progressiste, d'une certaine manière. Ouais, voilà, enfin, ce qu'on appelle wokiste. En fait, pour moi, c'est du gauchisme, en fait. C'est-à-dire que c'est nier une forme de réalité, à mon sens. Et du coup, mais bon, pour revenir au point de vue de, recentre. Pour revenir au point de vue de athée irréductible, moi, la question que je me pose, si tu veux, c'est que, si je me permets de te tutoyer, c'est que quand on voit l'expérience URSS communiste. Finalement, le bloc s'est effondré et les orthodoxes, eux, ont survécu. Et je me demande si finalement, qu'on le veuille ou non, même si moi aussi je suis pas croyant, je me demande si les gens n'ont pas besoin d'une religion dans une civilisation. Oui, je pense que voilà, moi mon fondateur, rassembleur. En fait, t'as une minorité de gens qui n'est pas négligeable, parce que je vais évaluer au doigt mouillé, on va dire à 20% de la population, qui a besoin d'un sens à sa vie, qui a besoin d'une route, en fait. Oui, peut-être. Et pour qui le concept de l'univers est tellement vaste, tellement compliqué qu'il leur faut un guide. Et donc du coup, je pense que si tu veux, on a besoin d'une religion pour cadrer tout ça et cadrer aussi une certaine forme, je pense, de morale. Pour toi, attends, j'ai une question qui est sous-jacente à ton raisonnement. Est-ce que les religions seraient adaptées dans ce cas à ces peuples? Parce qu'il y en a qui pensent carrément que, tu sais, genre, ils disent, ouais, la religion de l'islam, elle est dure, parce qu'elle est adaptée à leur peuple, tu vois. Après, c'est une vision, peut-être un peu réductrice, c'est du culturel qui s'est mixé, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est eux-mêmes qui ont créé cette religion-là. Donc, en fait, ils ont grandi avec. Et puis aussi, une religion, ça se travaille. Enfin, je veux dire, elle n'est pas figée dans le temps, même s'il y a des textes, etc., et qu'il y a toujours les plus irréductibles qui veulent aller toujours plus loin dans le passé. Mais en fait, malgré tout, tout évolue. En fait, même chez eux, ça évolue. Donc, mais si tu veux, fondamentalement, moi qui ne suis pas croyant, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que n'importe quelle civilisation a besoin, en fait, pour, entre guillemets, bien fonctionner, de ce cadrage religieux. Mais après, je suis pas pour que ça soit le pape qui décide, en fait. Hein. C'est toute la nuance, en fait. C'est que je pense que malheureusement, en tant qu'être humain et en tant que développement de société, on a besoin de ça pour fonctionner. Mais après, je pense que ça doit pas prendre le pas sur la loi, etc. Quoi. Enfin, ça doit être le dernier mot, doit être pour moi au peuple. Quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Alors, il est clair que. Ouais, non, mais c'était assez. Alors, est-ce qu'on a besoin de religion pour vivre? Pour cette histoire, c'est une religion qui est adaptée à leur peuple. Je rappelle quand même que le judaïsme et le christianisme sont nés exactement dans la même région. Ah, mais c'est les religions monothéistes. Hein. Voilà. Non, mais c'est juste on parle bien des trois religions monothéistes. Oui, tout à fait. C'est les religions du désert. Pour moi, c'est ce que dit Laurence d'Arabie d'ailleurs. Enfin, voilà. Ce qu'on peut observer au niveau civilisationnel, c'est qu'effectivement, une civilisation est en expansion et prend de la puissance, etc. Quand elle a, comment dirais-je,
un idéal ou ce genre de choses. Peut-être qu'on pourrait comparer ça un petit peu à la volonté napoléonienne de répandre la liberté et la démocratie dans les pays alentours qu'il avait attaqués, en disant bon bah voilà, je vais répandre l'idée de révolutionnaire française. Je pense que quand un peuple est motivé par un grand projet, un grand dessin, un grand idéal, il fait des choses extraordinaires. Oui, bien sûr. Ça va des pyramides d'Égypte à nos cathédrales. Quand tu vois la construction des cathédrales qui prennent des fois 2 siècles et demi, voire 3 siècles, quand tu penses que tu as 5 ou 6 générations de personnes qui travaillent à la construction de ce truc-là, ça se casse la gueule, on recommence, allez, on n'abandonne pas, non mais c'est mort, non mais on va y arriver. Et les mecs, la religion en garde ou pas? Je veux savoir, simplement. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas garder les croyances irrationnelles, il faut garder, entre guillemets, la structure qui donne un idéal, un avenir et un truc en disant on a un truc à faire ensemble. Tu vois, dans ce cas, le roman national suffit. Voilà, exact. Alors, il y a eu une période où le roman national, ça a suffi. Ouais, mais non. Je suis pas sûr, non, parce que regarde, la fin du catholicisme, bon, c'est récent finalement, hein, c'est donc après, ça commence le déclin, c'est les années 70 en fait, quoi, alors, si on peut dire. Attendez, en France, avant qu'on parte sur autre chose, oui. on va demander à Noé ce qu'il en pense de ta question. Mais oui, il faut aussi demander. C'est intéressant d'avoir 2 points de vue, et justement. Je me suis... Ça, Noé. Ouais, bref. Encore une fois, c'est vraiment pas des sujets que je maîtrise particulièrement. Ça m'arrive de les évoquer, mais c'est vraiment en filigrane. Moi, ce que je trouve intéressant dans ta question, et là où je pourrais être d'accord, c'est que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, explique pourquoi les religions ont été aussi plébiscitées, on va dire. C'est qu'il y a quand même un aspect culturel qui donne un sens, je dirais, d'appartenance aux gens. Voilà. S'il y a quelque chose à préserver, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que le fait de se retrouver en famille... Tu vois, moi, par exemple, je suis pas d'une famille croyante. Mais je veux dire, je suis très content au moment des fêtes de Noël, qui sont des fêtes religieuses à la base, de retrouver ma famille. Tu vois, là, au dernier Noël, j'étais avec mes cousins, il y avait tout un tas de monde. Ça, c'est super, tu vois. C'est des choses qui émanent de la religion. Et d'ailleurs, en fait, c'est dans le terme, étymologiquement, la religion, c'est ce qui relie les humains. Et donc, moi, j'ai aucun souci avec ça. Après, voilà, comme disait Réductible Athée, oui, bien sûr, les croyances dogmatiques ou irrationnelles, c'est à mettre de côté. Le problème de cette question, c'est que, évidemment, théoriquement, intellectuellement, c'est très intéressant. Maintenant, en pratique, comment on fait, tu vois, pour garder le bon et mettre de côté le mauvais? Moi, j'ai pas tellement la réponse à cette question, quoi. Très bien. Ouais, pardon. Pas de souci. Et on me dit, est-ce que la zooglodie est un terme religieux? Tout à fait. Tout à fait, la zooglodie est une religion. Son dieu est yeux clos. Je vous l'ai déjà dit dans mon interview chez Vincent Lapierre, quand il m'a dit qui es-tu yeux clos, je lui ai dit je suis un dieu. Donc effectivement, voilà. Es-tu un dieu? La question est posée. Et si vous avez les références du film auquel je fais référence, vous le mettez dans les commentaires. Es-tu un dieu? Voilà, vraie question. Mais Noé a parfaitement raison aussi. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, ça permettait de circuler dans tous les coins. Enfin, être chrétien, puis catholique, choses comme ça, tu arrives dans des endroits où, même si tu ne connais pas les gens, même si tu ne connais pas la langue, vous avez une culture commune qui est que on va se retrouver à l'église. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des vagues migratoires qui se sont plus facilement intégrées en France. C'est que quand tu as des Italiens, des Espagnols ou des Portugais qui sont arrivés en France pour diverses raisons, que ce soit pour fuir la famine, des régimes tyranniques, la guerre, enfin whatever, même s'ils ne parlaient pas la langue, déjà ils venaient pour se réfugier, ça c'est déjà un premier truc, mais c'est surtout qu'il y avait le fait qu'il faut relire Cavana, il faut relire les Ritales de Cavana, c'est-à-dire que même si pendant à l'école... Ils sont quand même partis à 1 million, hein, je crois. Voilà, je sais plus combien ils sont venus, ils sont 1 million à être repartis. Ouais, bon, c'est bon, ça. Ils se sont fait tuer, hein, les Italiens. Oui, chaud, bien sûr, mais ça s'est pas fait, dans la dentelle ni dans la douceur. Donc vraiment, ceux qui voulaient rester, c'était vraiment qu'ils étaient accrochés à l'idée. Mais il y avait un point, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où, ok, on se mettait sur la gueule
à l'école ou à la sortie de la cour de récré, etc. Et puis c'était les Espingouins contre l'Irital et machin. Moi j'ai vécu ça même dans le 7e arrondissement, c'est pour te dire. Voilà, donc de Paris, je précise, pardon. Voilà, donc qui est normalement un quartier un peu cossu. Et il y avait des bandes comme ça qui sont constituées, qui étaient les fils ou les petits-fils d'immigrés. Est-ce qu'on fantasme mais ce que pas... je veux dire, Oui. ce que je veux dire, c'est que le dimanche, on se retrouve, les gens se retrouvaient à l'église, quoi. Est-ce que c'est Et pas un donc, il y avait- fantasme, ça, justement? Non, Je veux dire, est-ce que les non, Polacks qui c'est se faisaient évident, ça. ratonner avec les Italiens, est-ce qu'ils allaient vraiment à Mais il y a eu l'église ça, voir évi- Jean Hubert pour faire aller on se tape Non, dans la mais main c'est- ce soir, il y a Dieu qui nous rassemble? Alors Vraie non, question. mais le curé servait effectivement de médiateur et de calmer les trucs, etc. et d'arrêter vos conneries, les jeunes, etc. Et puis Bah, les parents, au bout d'un moment, ils étaient fatigués parce qu'ils Alors là, bossaient je vais comme faire des mon forts. gauchiste de merde. Les imams font ça dans ce cas. Et même les frères Muses, dans ce cas-là, ils ont fait ça. Ils ont calmé. Ils ont dit non, tu dis pas. Ouais, mais si je fais. Je mais c'était pas- pousse à l'extrême. là. Si. Oui, mais c'était pas à la place de la police ou Ah, des si. institutions ou des choses comme ça. Il n'y avait pas un abandon des institutions. C'était pas à la place. C'était en plus. C'était pas à la place. Donc ça, c'est déjà la première différence. Et la deuxième pédophilie chose, à l'église, c'était à la place. et hein. la deux- Pardon. Et la deuxième chose, c'est que au bout d'un moment, les gens grandissent, etc. Et puis il épouse sa sœur, et puis machin, et puis on devient beau-frère, etc. Et puis voilà, l'intégration se fait aussi comme ça. Et en même temps, il y a la conjonction de l'abandon effectivement de cette pratique religieuse. Alors c'est très particulier, mais bon, on a vu des cas, par exemple au Québec, où on a vu tout d'un coup au Québec les églises se vider en quelques mois. Voilà, je crois que c'était fin des années 60. Faudrait demander à nos amis québécois. Mais donc il y a la conjonction de plein de trucs comme ça qui se mettent. C'est très difficile à Mais c'est analyser. multifactoriel, bien sûr. C'est multifactoriel. Donc il n'y a pas, Pas pas de une bonne solution réponse, dans un oui. sens ou une bonne solution dans un. Est-ce que les religions sont que mauvaises? Non. Est-ce que les religions sont que bonnes? Non. Très bien, on a Mais compris. voilà. On a compris, monsieur. Calmez-vous. Pardon. Calmez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous. Alors, du coup, on va accueillir Psychodélique. Je vais demander aux gens de faire de la place dans le Discord, encore une fois, une dernière fois, d'aller dans le nightclub pour laisser notre branche serbes zététicienne venir. On va faire un dernier chapitre philosophie, ce qu'il a lu des livres de philosophie qui considèrent que la philosophie est peut-être moins utile et tout, donc ce serait peut-être intéressant de faire un petit point avec Noé Jacobé. Je demanderai... Et puis il a fait de l'histoire pendant- des religions en plus. Ah mais toi tu vas te prendre ta gueule dans ta tronche, tu vas rien comprendre hein. Là tu vas tu vas te détendre. Et justement, je vais te demander de te taire le temps que Psycho arrive et qu'il discute un peu avec Noé, comme ça ils font connaissance. Et ensuite, tu vas te faire défoncer le cul par la branche serbe de la zététique. Ou pas. Je sais pas, on verra. Là j'essaie de prédire des événements pour donner envie aux gens de regarder, tu vois. Cliquez, bande de salopes. Alors attendez, je coupe mon